Nous sommes à la fin de l'été 1484 en Angleterre, à la Tour de Londres. La nuit est tombée et dans les appartements royaux, bien meublés, l'atmosphère garde encore la chaleur de la journée. Deux enfants regagnent leur chambre mitoyenne, Édouard et Richard. L'aîné, c'est Édouard. Il a 13 ans, une belle mine, bien que soucieuse, le cheveu sombre. L'autre est blond vénitien, il a 8 ans. Comme tous les soirs, dès qu'ils sont seuls, le plus jeune ouvre la porte qui donne sur la chambre de son aîné et vient se réfugier dans son lit. Édouard laisse faire, comme à chaque fois. Peut-être plus que d'habitude, car aujourd'hui il a remarqué parmi les membres de son entourage quelques regards appuyés, quelques sourires entendus, voire quelques mines gênées. Et surtout, il a remarqué que les derniers visages qui lui étaient familiers avaient disparu, remplacés par d'autres, moins sympathiques. Édouard est très mûr pour son âge, et les pensées sombres qu'il agite sont bien éloignées de celles que devrait avoir un garçon de 13 ans. Il est inquiet, très inquiet. De fait, il est roi d'Angleterre. Il est Édouard V. Certes, il n'est pas encore couronné et le pouvoir appartient à son oncle Richard, comte de Gloucester, qui préside le conseil de régence. Officiellement, le couronnement aurait dû avoir lieu en juin. Je rappelle que nous sommes probablement en août. Et l'oncle Richard a sans cesse repoussé la date. Pour le jeune Édouard, cela ne fait aucun doute. Plus le temps passe et moins il est roi. Plus le temps passe et plus sa vie est en danger. On ne connaît pas vraiment la date ni les moyens mis en œuvre, mais à cette époque, à la fin août 1484, le jeune Édouard V et son frère vont disparaître, subitement effacés de la surface de la Terre. Ouvrant là l'un des mystères les plus irritants parmi ceux qui concernent la Tour de Londres. Et pour couronner le tout, le coupable que tout désigne pourrait, finalement, être innocent. Pour démêler les chevaux de cette ténébreuse histoire, il faut établir les faits et pour ce faire, observer l'arbre généalogique des protagonistes. Le roi Édouard IV a épousé Elizabeth Woodville et a eu plusieurs enfants, dont Édouard, le futur Édouard V, Richard de Shrewsbury et une fille, Elizabeth York. Édouard a un frère encore vivant, Richard, comte de Gloucester. Si le roi est un homme grand, presque un géant, il avoisine le mètre 90, son cadet est petit, pas plus d'un mètre 75, et il est affecté d'une forte scoliose qui fait qu'il a une épaule plus haute que l'autre, apparemment. Il n'est pas bossu ou contrefait, simplement cette scoliose l'handicape depuis son adolescence. Richard éprouve pour son aîné, le roi, une admiration et une fidélité absolue. Tous les deux, issus de la famille York, ont renversé le roi précédent, Henri VI, en déclenchant ce qu'on a appelé la guerre des Roses. À présent qu'Édouard IV est le roi, Richard le seconde au mieux et il est largement récompensé. Mais en avril 1483, la santé du roi décline brusquement. Se sentant mourir, il désigne son fils Édouard pour lui succéder. Le prince a 13 ans, il est encore très jeune. Le roi nomme donc son frère, le fidèle Richard, pour devenir le régent. En Angleterre, on dit Lord protecteur du royaume. Édouard IV est inhumé. Et alors qu'on commence à penser aux cérémonies du sacre du nouveau roi, Richard, le clone de Gloucester, fait arrêter les membres de la famille de la reine. Quelques-uns, 4 seulement. Semble-t-il pour déjouer un complot contre sa personne. Ces 4-là seront exécutés.
Alors que penser de ce complot? C'est très difficile à dire, car à partir de maintenant, on rentre dans une période floue, très floue. Les sources historiques manquent, et les seuls qui subsistent ont été écrits par des détracteurs assumés de Richard de Gloucester. Quoi qu'il en soit, le Lord Protecteur prend prétexte de ce complot pour inviter le jeune prince Édouard, pas encore couronné, à se réfugier à la Tour de Londres pour sa protection. Alors, cette Tour de Londres, pour information, ce n'est pas qu'une prison. C'est surtout un lieu de résidence royale. C'est aussi là que sont entreposés les joyaux de la couronne et la célèbre tour de Guillaume le Conquérant, qui sert de prison, n'est qu'une composante de ce palais. Le prince Édouard est logé dans des appartements royaux, entouré de serviteurs aimants et dévoués. Nous sommes en début mai 1484, et la cérémonie du sacre est prévue pour juin. C'est une période sensible. Édouard est nommé roi, mais il ne l'est pas encore officiellement. Il ne le sera officiellement qu'à son couronnement. D'ici là, cette situation, je l'ai dit, est précaire. Précaire d'autant plus que la famille d'York, nouvellement montée sur le trône, n'a pas une légitimité éclatante. Alors, certes, cette famille d'York, avec Édouard à sa tête et Richard pour le seconder, a abattu la famille des Lancastre, celle qui était au pouvoir. Elle est certes aussi une ramification de la famille des Plantagenets, la famille régnante. Mais d'autres branches de cette famille s'agitent, qui ont les mêmes droits qu'eux, dont le duc de Buckingham, Henry Stafford, un allié de Richard, c'est vrai, mais un allié brouillon et peu digne de confiance. Le fait que le prince se réfugie à la Tour de Londres n'a donc rien de surprenant. La période est trouble, je l'ai dit. Or, à cette époque, alors qu'on attend le couronnement, un fait surprenant vient bouleverser la donne. Un ecclésiastique serait venu informer Richard de Gloucester que le mariage de son défunt frère, le défunt roi Édouard, avec Elizabeth Woodville était invalide, en raison d'une union antérieure qu'Édouard aurait eue avec Éléonore Butler. Cela rend donc Édouard et ses frères et sœurs illégitimes. Le mariage est cassé. Élisabeth n'est plus la reine. L'identité de cet informateur n'est connue que par les mémoires d'un diplomate français. Il semblerait qu'il s'appelait Robert Stillington, évêque de Bath et Wells. Inutile de dire que la nouvelle qui arrive tombe comme un couperet, quelques semaines avant le sacre. En urgence, le conseil de régence suspend la cérémonie, la reporte sine die, du moins jusqu'à ce qu'une enquête approfondie soit faite. Les pièces sont fournies et il faut se rendre à l'évidence, elles paraissent authentiques. Édouard IV, le roi défunt, avant d'être roi, avant d'épouser Elizabeth Woodville, avait fait une promesse de mariage et s'était fiancé très officiellement avec Éléonore Butler. Les fiançailles, à l'époque, étaient une cérémonie officielle. C'était un pré-mariage. On ne cassait pas des fiançailles comme ça. Elizabeth Woodville, en arrivant dans la vie du roi Édouard, avait bouleversé, certes, les plans, et Édouard avait un peu cavalièrement oublié sa promesse de mariage. Que faire? Mettons-nous à la place de Richard, comte de Gloucester, qui dirige le conseil de régence. Que faire? Le petit prince Édouard n'est plus légitime et ne peut plus être roi. Pas plus que les autres enfants d'Édouard, le roi défunt. Et c'est naturellement le frère de ce roi, Richard de Gloucester, qui devient roi. Richard est un homme prudent. Agir dans la précipitation serait contre-productif. La population va soupçonner quelques machinations, c'est obligé. Et des troubles vont éclater. D'autre part, la famille de la reine, Elizabeth Woodville, n'aura aucune envie d'être supplantée et écartée purement et simplement. Elle aura beau jeu de souffler sur les braises.
Alors le Lord Protecteur va louvoyer. D'un côté, il laisse proclamer des prêches à travers tout Londres. Un de ses sermons, à l'extérieur de la vieille cathédrale Saint-Paul, déclare les enfants d'Édouard bâtards et donc que Richard est le roi légitime. Ça prépare la foule, ça prépare l'opinion publique. En même moment, Richard de Gloucester négocie avec la reine douairière, Elizabeth Woodville, pour qu'elle envoie le jeune frère du roi à la tour de Londres auprès du prince Édouard pour qu'il assiste au sacre. Alors, on a crié au machiavélisme, bien sûr. A priori, Richard n'avait plus du tout l'intention de sacrer son jeune neveu, Édouard. Pourquoi voulait-il le petit frère? Les réunir? C'était forcément pour se débarrasser des deux. Oui, mais non. Ou pas. En fait, on peut imaginer que Richard, décidant de devenir roi, a besoin de s'assurer de la personne de deux postulants. En étant sur le point d'écarter deux enfants de la course à la couronne, des enfants qui seront appelés à grandir, et derrière lesquels une armée d'opposants peut se dresser. Richard de Gloucester sait très bien de quoi il parle. Il a été un opposant au précédent roi, lui et son frère. Il n'a pas envie de revivre la même scène. Donc il veut probablement s'assurer de ses deux enfants, au moins jusqu'à son couronnement. Il n'y a pas de raison de douter de la légitimité des pièces. Clairement, ces pièces sont vraies. Et d'ailleurs, aucun historien ne songe à les remettre en question. Donc, Richard ne pouvait pas reporter sur un prince illégitime, fût-ce son neveu, la loyauté qu'il avait vouée à son frère. Sa position est parfaitement intenable. À côté de ça, il a des conseillers pour l'épauler. Et parmi eux, Henry Stafford, le fameux duc de Buckingham. Certains historiens voient dans cet homme, Henry Stafford, un calculateur froid et sordide. Un calculateur qui réalise qu'entre lui et le trône, il y a deux princes devenus illégitimes et un lord protecteur contrefait, à la santé chancelante, et déjà un poil impopulaire. Un Henry Stafford qui pourrait calculer que si les princes venaient à disparaître, tous les soupçons retomberaient sur le lord protecteur et discrédités sur lui-ci. Alors une voie royale s'ouvrirait pour lui. Mais revenons à la course des fées. Richard de Gloucester et le conseil de régents qu'il préside décident de prendre en compte le fait que cette déclaration d'Édouard concernant un premier mariage, appuyé par une promesse de mariage, faite avant qu'il épouse Elizabeth Woodville, rend caduque le mariage avec cette dernière. Dès lors, les fils d'Édouard ne sont plus légitimes et le trône revient au Lord Protecteur. Richard a sauté le pas. Mais alors, pour nous qui assistons à tout cela, se pose la question suprême. Si Richard accepte la couronne, et il acceptera, il n'y en a pas douté, que faire des petits Édouard et Richard qui attendent dans les appartements royaux de la Tour de Londres? La thèse officielle, celle qui va s'imposer depuis 1483 jusqu'à nos jours, est que Richard de Gloucester va décider parallèlement de les faire disparaître, purement et simplement. Un escamotage qui, de fait, dans les faits, historiquement, va émouvoir un temps l'opinion publique, mais qui ne semble pas affecter plus que cela les cours européennes. Cette thèse va être reprise par tous les historiens et elle prend sa source dans les chroniqueurs et dans les chroniques qui vont fleurir à partir du successeur de Richard III, Henri Tudor. Or, qui est Henri Tudor? C'est un prétendant, un autre prétendant à la couronne, un opposant de Richard III. La légitimité d'Henri Tudor est encore plus contestable. Elle repose sur le fait qu'il finira par vaincre Richard III et il va épouser la fille d'Édouard IV, la nièce de Richard III. Tout est dit bien que, malgré tout, ces chroniqueurs
qui sont aux ordres de Henri Tudor, vont salir Richard III à l'envi, afin de justifier qu'il n'est que justice de tuer un mauvais roi. Donc, la thèse prend corps, la thèse devient solide. En plus, la thèse est largement accréditée par les pièces de Shakespeare, principalement celle qui est précisément appelée Richard III, où le roi est montré sous un jour parfaitement horrible. Il est laid, il est froid, calculateur, assassin, sanguinaire, bref, il a toutes les tares du monde. Il est une caricature de roi. Or, Shakespeare écrivait pour les Tudors. Il était appointé par les Tudors. Cette image qui va à l'encontre des rares informations neutres qui parlent de Richard III, cette image va s'imposer à tous. Alors, ces informations neutres, elles montrent quoi, elles? Tout d'abord que Richard de Gloucester est fidèle à son frère, fidèle comme un chien, pendant les bons et les mauvais jours. C'est aussi un bon administrateur, quand, pendant le règne d'Édouard IV, il va diriger les terres dans le nord, à York, précisément, d'où il est issu. Quand il va devenir roi, ce sera un monarque plutôt soucieux de ses sujets. Il va créer l'université de Cambridge. Ah, bien sûr, tout cela n'est pas incompatible avec le meurtre des enfants. Mais il y a la silhouette opaque, puis de plus en plus réelle d'Henry Stafford, le duc de Buckingham. D'abord, soutien de Richard III quand il choisit d'écarter ses neveux, il rentre subitement en rébellion, 2 mois plus tard. Aucun écrit probant n'a été découvert prouvant la complicité de Richard III et de Buckingham dans la disparition des 2 frères. Mais plusieurs historiens récents tiennent Buckingham pour responsable. Il aurait agi sur l'ordre de Richard, voire carrément coupable. Richard lui aurait confié les enfants, en fin août 1484, et celui-ci les aurait supprimés pour s'ouvrir la route du trône. La contre-thèse officielle veut que Richard était trop calculateur pour ne pas être justement l'assassin des enfants. Ce crime le désignait trop facilement coupable, alors que Buckingham, les tuant et laissant accuser le roi Richard, voilà qui est plus intéressant. La fin de ces 2 malheureux enfants n'est pas, loin s'en faut, la fin de l'histoire. Dans un premier temps, Richard est donc sacré roi. Il devient Richard III. Et il abat la révolte de Buckingham quelques mois plus tard et le fait prisonnier. Il le fera même exécuter le 2 novembre de cette même année 1483. Hélas, la victoire de Richard III est de courte durée. Les alliés de Buckingham, avec à leur tête Henri Tudor, remportent la bataille de Bosworth Fields, 1 an et demi plus tard, en 1485. Une bataille où le roi Richard va briller, tuant plusieurs hommes à la première charge, à la tête de sa cavalerie. Une bataille où il trouvera une mort glorieuse au combat, assailli de toutes parts, alors qu'il menait une nouvelle charge, cette fois désespérée. Jeté à bas de son cheval, il sera frappé de plusieurs coups, sans aucune considération pour son statut. Visiblement, les hommes avaient l'ordre express de le tuer. Une bataille où Richard se serait écrié « Un cheval, mon royaume pour un cheval ». Son cadavre, ligoté, sera jeté dans un trou, à la hâte, près d'une abbaye à Leicester. Puis Henri Tudor, devenu Henri VII, ses chroniqueurs n'auront de cesse de salir le nom de celui qui fut pourtant le dernier des Plantagenets.